Mon mari a amené sa maîtresse et son enfant secret pour mettre fin à notre mariage, mais les mots de mon fils l'ont démasqué. Je m'appelle Claire Thompson. J'ai 39 ans et je vis dans une petite ville près d'Asheville, en Caroline du Nord. Ma vie ressemblait autrefois, vue de l'extérieur, à un tableau parfait, une douillette maison en bois nichée au milieu des pins, un fils bien élevé et un mari avec un emploi stable dans la logistique internationale. Mais la vérité, c'est que ce tableau était peint avec ma patience, avec le murmure constant, ça ira mieux, pendant 15 ans. Mon mari, Richard, a 42 ans et travaille pour une compagnie maritime mondiale. Son travail l'a tenu éloigné de la maison pendant la majeure partie de notre mariage. Quand Nathan, notre fils, avait 5 ans, Richard a commencé à faire de longs voyages d'affaires. Au début, c'était quelques semaines, puis quelques mois. Maintenant, c'est presque toute l'année, sauf pour Thanksgiving, Noël et l'anniversaire de la mort de sa mère. Je ne lui en veux pas pour ça, vraiment. Je comprends la pression financière. Je comprends le devoir envers l'entreprise. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à quel point son absence est devenue une routine, tout comme le silence entre nous. J'ai abandonné ma carrière en design d'intérieur après la naissance de Nathan. Nous avions convenu que je resterais à la maison pour l'élever, et je l'ai fait, complètement. Chaque repas, chaque réunion parents-professeurs, chaque fièvre à 2 heures du matin, je me suis occupé de tout. Au début, Richard disait des choses comme « Tu es incroyable » et « J'ai de la chance de t'avoir ». Mais ces dernières années, ces mots ont disparu, remplacés par des textos courts comme « En réunion » ou « N'appelle pas maintenant ». J'ai repris le travail il y a 2 ans, non pas parce que nous avions besoin d'argent, mais parce que j'avais besoin de respirer. J'ai commencé à enseigner le design floral dans un centre communautaire à 10 minutes de la maison, juste quelques cours par semaine. Mais cela m'a rappelé que j'existais en dehors d'être une épouse et une mère, et j'ai commencé à écrire. Au début, ce n'était que des entrées de journal, de courts messages sur un blog anonyme. Mais avec le temps, je me suis laissé emporter dans le monde d'un personnage que j'avais créé, une femme luttant discrètement contre des mensonges que personne ne croyait pouvoir être exposés. J'ai utilisé le nom de plume Elsie Monroe. Personne, pas même Richard, ne savait que c'était moi. Mon premier roman, publié sur un petit forum d'écriture, avait plus de 100 000 abonnés. Je n'en ai parlé à personne parce que je pensais, c'est juste pour moi. Nathan a 16 ans maintenant. Mon fils est plus réfléchi que sa nature silencieuse ne le laisse paraître. Il pose rarement des questions sur son père, mais je sais qu'il remarque. Une fois, je l'ai surpris debout devant notre photo de mariage, la fixant longuement. Quand je lui ai demandé, il a simplement dit « C'est bizarre. Papa n'est jamais là, mais il est sur toutes les photos. » Je n'ai rien dit. Je ne savais pas comment l'expliquer d'une manière qui paraisse honnête. Chaque fois que Richard rentrait à la maison, cela ressemblait à une pièce de théâtre répétée. Il apportait des cadeaux, posait quelques questions polies comme « Est-ce que tout va bien ?», restait pour quelques repas, puis repartait avec des promesses de plus de temps bientôt. Et je hochais la tête bêtement, comme une horloge remontée trop fort. Notre mariage n'était pas passionné, mais il n'était pas explosif non plus. Il ressemblait à un verre d'eau laissé trop longtemps, clair mais insipide. Pourtant, je continuais à penser, pour notre fils, pour la famille, pour un vrai foyer, les gens se fatiguent, mais ils reviennent si l'amour demeure, n'est-ce pas? Je le croyais, jusqu'à un après-midi d'avril, où Richard m'a appelé en vidéo son premier contact en près de 2 semaines. J'ai souri quand son visage est apparu à l'écran, mais il n'a pas souri en retour. Il a dit 5 mots, sa voix assez calme pour glacer, « Claire, nous devrions divorcer. » Je suis resté immobile. Pendant une seconde, cela a ressemblé à une phrase d'un roman que je n'avais pas écrit, mais ce n'était pas de la fiction cette fois, c'était réel. J'ai regardé l'écran alors que l'appel se terminait. Ces mots résonnaient dans ma tête comme un marteau frappant du métal creux, « Claire, nous devrions divorcer. » Pas de larmes, pas de cris, juste un vide étrange grandissant lentement dans ma poitrine. 3 jours plus tard, une épaisse enveloppe est arrivée par courrier express. Expéditeur, R. Thompson, indiqué depuis un bureau à Chicago. À l'intérieur se trouvaient des documents soigneusement imprimés et surlignés en jaune, les papiers du divorce, les conditions financières, une proposition de partage des biens, et une petite note manuscrite, « Merci pour tout. Je crois que nous méritons tous les deux une nouvelle vie. De retour à la maison avant l'automne, alors s'il te plaît, prépare-toi à déménager. » Oh. Je me tenais à la fenêtre, la note tremblant dans ma main. Déménager.
Il avait vraiment écrit « déménager ». Aucune excuse, aucune explication. Quand j'ai rappelé, Richard a répondu après 6 sonneries. Sa voix était fatiguée mais ferme. Je ne veux pas que cela devienne compliqué, Claire. Alors, tu penses qu'envoyer des papiers de divorce et me dire de quitter la maison, c'est quoi? Polly? Nous vivons séparés depuis trop longtemps. Je suis à Chicago. Tu es en Caroline du Nord. Ce n'est plus un mariage. Mais c'était ton choix, Richard. Je n'ai jamais accepté de vivre comme ça. Je suis resté pour Nathan, pour tes parents, pour cette maison. Il a marqué une pause un instant, puis a dit sèchement, examine juste les documents. Je soutiendrai Nathan jusqu'à ses 18 ans. Je couvrirai les frais de déménagement si nécessaire. J'ai ri un rire sec, amer, sans joie. 18 ans? Nathan vient d'entrer en seconde. Ça fait encore 3 ans. Tu penses que c'est aussi simple? Claire, je n'essaie pas de me battre pour la garde. Il devrait être avec toi. J'enverrai de l'argent chaque mois. C'est le mieux que je puisse faire. Je serrai fort le téléphone. Dans la maison? Elle est au nom de mon père. Après son décès, elle m'a été transférée. Tu n'as aucun droit légal de la garder. C'est la propriété de la famille Thompson. Cette dernière phrase m'a transpercé comme une lame. Après toutes ces années ici, à prendre soin de chaque brique, de chaque parterre de fleurs, je n'étais qu'une locataire. Quand Nathan est rentré à la maison ce soir-là, je n'ai pas dit un mot. J'ai fait des hamburgers comme d'habitude, j'ai posé des questions sur son groupe d'études, j'ai fait semblant que rien n'avait changé, mais à l'intérieur, je planifiais déjà. 3 jours plus tard, j'ai rappelé Richard. Je ne signe pas. Claire, tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Non, je suis une mère, et je fais ce qui est juste. Si tu veux ma signature, nous renégocions. Je veux ton engagement légal à soutenir Nathan jusqu'à la fin de ses études universitaires, pas seulement jusqu'à 18 ans. Tu ne peux pas exiger ça. Je n'ai aucune obligation légale. Mais tu en as une morale, Richard. Et si tu n'es pas d'accord, mon avocat portera l'affaire devant le tribunal des affaires familiales. Il n'a pas dit un mot, il a juste mis fin à l'appel. Je savais que Richard avait toujours détesté les histoires. Cette image d'homme travailleur, discret, responsable était tout pour lui. Il voulait que le divorce soit discret, rapide. Mais je n'étais plus une ombre, pas la gardienne du foyer attendant patiemment qu'il se montre pour les vacances. J'ai feuilleté les documents qu'il avait envoyés. La liste des biens mentionnait une aide à la réinstallation mais rien sur les 15 années que j'avais sacrifiées, aucune reconnaissance pour avoir abandonné ma carrière pour élever Nathan, pour avoir pris soin de ses parents pendant leur maladie, ou pour avoir tenu toute cette maisonnée ensemble. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un texto, si tu continues à faire traîner les choses, je ne paierai pas un centime après le divorce. Réfléchis bien. J'ai répondu par une seule ligne, alors, on se verra au tribunal. J'ai éteint mon téléphone, ouvert mon ordinateur portable et commencé à rédiger une réponse formelle. Mon histoire était loin d'être terminée. Plus Richard insistait, plus je devenais silencieuse. Il continuait à envoyer des messages, me rappelant de signer les papiers du divorce avant août. Sa raison, vouloir régler les choses proprement avant de retourner au bureau de Chicago. Cela semblait raisonnable, mais un malaise rampant s'est installé en moi. Un homme qui avait toujours fui les responsabilités ou pourquoi était-il soudain si pressé de finaliser un divorce? Une nuit, après que Nathan se soit couché tôt, je me suis assise devant mon ordinateur portable et j'ai consulté les anciens courriels professionnels de Richard. Un détail a attiré mon attention. Depuis 6 mois, ces courriels ne provenaient pas de Chicago mais d'une adresse IP à Peoria, à près de 3 heures de route, une petite ville tranquille parfaite pour cacher quelque chose. J'ai engagé un service d'enquête privée en ligne pas du genre film d'espionnage, juste une femme d'âge mûr nommée Linda, qui travaillait autrefois dans la recherche d'actifs en cas de divorce. Je lui ai envoyé l'adresse du bureau temporaire que Richard avait mentionné, son emploi du temps de voyage et quelques détails personnels. Linda m'a dit de lui donner 3 jours. Le 4e jour, j'ai reçu une photo. Dessus, Richard se tenait devant une maison de banlieue au toit en pente, tenant un sac de course. À côté de lui se trouvait une jeune femme, début trentaine, cheveux blonds ondulés, souriante. Un petit garçon, peut-être âgé de 6 ans, lui tenait la main, un esquimau à la bouche, regardant Richard comme s'il était son père.
Derrière eux se trouvait une camionnette grise, la même que Richard m'avait dit avoir vendue l'année dernière. J'ai senti le sang me quitter jusqu'aux pieds. Non pas parce qu'il m'avait trompé, mais parce qu'il avait mené une autre vie tout en m'appelant encore sa femme, tout en envoyant encore des cadeaux d'anniversaire à Nathan. Linda a confirmé que la maison appartenait à une femme nommée Jenna Malone, actuellement assistante dentaire dans la ville. Le garçon était Liam Malone, mais aucun père n'était mentionné sur l'acte de naissance. Richard avait loué un appartement séparé, plus petit, à proximité, pour l'utiliser comme résidence officielle au cas où son entreprise vérifierait. Il avait construit 2 vies, une pour y vivre, une pour couvrir ses traces. Je suis resté assise dans le noir pendant longtemps après avoir lu le rapport. La trahison n'était plus la partie la plus difficile. Ce qui me tenait éveillé, c'était l'audace pure et simple. Il avait un enfant, une famille, et il nous poussait, Nathan et moi, dehors pour officialiser la chose avant la rentrée scolaire. Il ne voulait pas seulement divorcer, il voulait m'effacer pour pouvoir amener son autre enfant dans cette maison. Alors, j'ai fait ce que je fais de mieux, j'ai écrit. J'ai rédigé un courriel à Richard, joint 2 photos, et écrit un court message, si tu veux ma signature, sois prêt à couvrir l'intégralité des frais de scolarité universitaire de Nathan, les frais d'avocat et les frais de déménagement. Sinon, je serais ravi de présenter toutes les preuves au tribunal. 15 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Claire, je peux expliquer. J'en ai assez des demi-vérités. Dis-le clairement et assume. Tu exagères démesurément. Jenna? Jenna est juste. Ne mens plus. Ce garçon est ton fils, n'est-ce pas? Silence. De l'autre côté, seulement une respiration lourde. J'ai continué lentement, tu as le droit de vivre ta vie, mais personne n'a le droit de piétiner les autres pour en construire une nouvelle. Tu ne laisseras pas Nathan sans foyer, et je ne serai pas jeté dehors comme une étrangère. Il a coupé l'appel sans un autre mot. 3 heures plus tard, j'ai reçu un court courriel, nous devons parler. Je passerai ce week-end. J'ai regardé ces mots et j'ai pensé, maintenant, ça commence vraiment. Richard s'est présenté comme promis. Un chaud dimanche après-midi, il se tenait à la porte dans une chemise habillée repassée, sans bagage, le visage impassible. Je ne l'ai pas invité à entrer, mais il a franchi le seuil quand même, comme s'il était toujours propriétaire des lieux. « Que veux-tu, signer les papiers » demanda-t-il brusquement, debout dans le salon. « Tu es si pressé parce que le gamin doit s'inscrire à l'école, c'est ça ?» ai-je demandé, le regardant droit dans les yeux. Son expression vacilla. Il n'a pas nié. Il n'a pas expliqué. Il s'est tourné plutôt vers l'étagère, vers notre photo de mariage de 2004. Claire, je ne veux pas rendre les choses difficiles. Signe juste, et je laisserai assez de bien pour que toi et Nathan puissiez vivre confortablement. Merci, ai-je dit, mais je n'ai pas besoin que tu laisses quoi que ce soit derrière toi. Je veux juste que la vérité soit à sa juste place. J'ai sorti une pile de documents du tiroir et les ai posés sur la table basse en chêne. Richard la fixa comme si c'était une bombe à retardement. Qu'est-ce que c'est? Des documents légaux, y compris un titre de propriété mis à jour pour cette maison, un testament préliminaire de Harold Thompson, ton père, et un certificat d'adoption. Adoption? Richard recula. J'ai continué calmement, l'année dernière, après que ton père ait eu son 2e accident vasculaire cérébral, c'est moi qui l'ai emmené en thérapie chaque semaine. Tu n'as même pas répondu à ses appels une seule fois pendant ces 3 mois. La mâchoire de Richard se serra, mais il ne dit rien. Pendant ce temps, ai-je poursuivi, il a réécrit son testament, craignant que tu n'essaies de manipuler les choses après sa mort. Il m'a fait adopter légalement. Cette maison est maintenant à mon nom, accordée comme un don de son vivant selon les termes de sa planification successorale. J'ai glissé une copie certifiée conforme devant lui. Richard l'attrapa, ses yeux parcourant chaque ligne, une veine palpitant sur son front. C'est un faux. N'hésite pas à le porter devant les tribunaux. Son avocat a tout vérifié, et j'ai l'original notarié. Si nécessaire, le tribunal peut le contacter. Il est toujours lucide et prêt à témoigner. Richard s'est laissé tomber sur le canapé comme si l'air lui avait été aspiré des poumons. Je n'ai pas arrêté. Quant à l'héritage, après que tu aies annoncé le divorce, ton père a déposé une requête formelle pour révoquer tes droits de succession. En vertu de la loi de Caroline du Nord, si elle est approuvée, le reste de la succession reviendra directement à Nathan, son petit-fils biologique, par succession ab intestat. Lui?
Il ne peut pas faire ça. Il le peut, et il l'a déjà fait. Sa raison, mon fils unique a sciemment eu un enfant né hors mariage, a mené une double vie et a rejeté sa famille d'origine comme des meubles usés. J'ai veillé à prononcer chaque mot lentement, clairement, comme si je martelais la fausse réalité que Richard avait construite pendant des années. Il baissa la tête, les mains jointes, la poitrine se soulevant irrégulièrement. Un instant plus tard, il releva les yeux, la voix basse. Alors, et maintenant? Tu me mets à la porte? Non. Je te laisse sortir une fois que tu auras réalisé qu'il ne reste plus une seule brique sous tes pieds. Je me suis levé et me suis dirigé vers la porte. Cette maison appartient à Nathan et à moi. Nous n'allons nulle part. Tu ferais mieux de trouver un nouvel appartement pour ton enfant avant la rentrée scolaire. Richard se leva lentement. Pas un mot. Juste au moment où sa main touchait la poignée de la porte, j'ai repris la parole. Oh, et encore une chose. Si tu prévois d'éviter la pension alimentaire pour Nathan, ne t'inquiète pas. Je porterai tout cela devant le tribunal des affaires familiales. Et si nécessaire, je le rendrai public. Chaque détail, y compris la façon dont tu maintiens de résidence pendant tes voyages d'affaires. Il se figea, se retourna, les yeux écarquillés. Tu n'oserais pas me défier? Une expression calme traversa mon visage, non par dépit, mais issue du pouvoir tranquille de savoir que je pouvais enfin me protéger. Richard est parti ce jour-là, et j'ai su que le vent avait tourné. 3 semaines après le départ de Richard, un message de Harper Literary, l'une des plus grandes maisons d'édition de la côte est arrivé dans ma boîte de réception. L'objet était simple, félicitations. Nous acquérons officiellement les droits d'adaptation de H3 Letters pour une série animée. Mes mains tremblaient légèrement en le lisant. Mon premier roman, écrit sous le nom de plume C.L. Monroe, devenait une série animée nippo-américaine dont la sortie mondiale était prévue pour le printemps prochain. Personne ne savait que C.L. Monroe, c'était moi. Pendant 3 ans, j'avais discrètement téléchargé des chapitres sur une plateforme d'écriture internationale, lu chaque ligne de commentaire, édité en silence, et grandi, seul. Je ne l'avais jamais dit à Richard, je savais qu'il considérerait cela comme un passe-temps chronophage. Mais maintenant, cette perte de temps avait rapporté un contrat de licence à 6 chiffres. Plus important encore, cela m'avait apporté reconnaissance, confiance, et la preuve que je n'avais jamais été la personne dépendante qu'ils imaginaient. Le jour de la signature du contrat, j'ai emmené Nathan avec moi. Mon fils portait une chemise blanche impeccable, les cheveux soigneusement coiffés, les yeux brillants de fierté. Après avoir quitté le siège de Harper, nous nous sommes arrêtés dans un petit restaurant près de la gare centrale pour dîner. Alors que le plat principal était servi, Nathan m'a regardé longuement et a demandé « Tu vas le dire à papa ?» J'ai posé mon verre, marqué une pause. Pas encore, mais je pense qu'il est temps. L'occasion s'est présentée plus tôt que je ne le pensais. Une semaine plus tard, Richard a appelé, pour la première fois depuis plus d'1 mois. Sa voix n'était plus tranchante, juste basse, incertaine. « Claire, commença-t-il, j'ai entendu parler de papa. » Nathan lui a parlé. Je ne m'attendais pas à ce que les choses aillent aussi loin. Tu aurais dû l'appeler plus tôt. Pas pour la maison, mais parce que tu es son fils. Mais c'est trop tard maintenant. Silence. Puis il reprit la parole, comme s'il essayait d'atteindre quelque chose de disparu depuis longtemps. Claire, je sais que j'ai tout gâché, mais je sais aussi que tu n'es pas seulement quelqu'un qui reste dans la cuisine comme je le pensais avant. Tu as toujours eu quelque chose de plus. Je le vois dans les yeux de Nathan, à quel point il est fier de toi. J'ai laissé échapper un petit rire. J'ai toujours été moi. Tu n'as juste jamais regardé d'assez près. J'ai marqué une pause, puis j'ai dit fermement, je suis C.L. Monroe. Un temps de silence, puis de l'autre côté, quoi? L'auteur de H3 Letters? Celui dont tu as parlé à Nathan l'autre jour? Qui écrit des femmes aussi ridicules? Claire, non. Impossible. Pourquoi pas? Parce que j'ai été ta femme pendant 15 ans, et qu'à tes yeux, je n'étais qu'une femme au foyer qui cuisinait, nettoyait et remplissait son rôle. Je me suis arrêté. Mon ton était calme mais assuré. J'ai passé les 2 dernières années à étudier le droit de la famille, les droits de propriété et le droit civil. Non pas pour combattre qui que ce soit, mais pour comprendre pleinement ce que j'ai le droit de protéger. Tu as étudié pour ça? Pour la première fois, la voix de Richard trembla réellement.
J'ai étudié pour ne pas être une victime le jour où la trahison arriverait. Les papiers du divorce sont signés. Toutes les conditions financières sont finalisées. Les actifs sont certifiés. Et l'intégralité des revenus des adaptations à venir n'a rien à voir avec toi. Je l'ai interrompu. Si tu appelles pour réclamer une part, ne le fais pas. Si tu appelles pour t'excuser, je le reconnais. Mais si tu appelles pour revenir, il est trop tard. Silence à l'autre bout du fil. J'ai dit doucement, certaines choses ne se brisent pas sous l'effet d'un choc. Elles s'effondrent parce qu'elles ont été négligées trop longtemps. Cette nuit-là, alors que Nathan relisait le brouillon de mon prochain roman, il a dit, « Tu sais ce que papa m'a dit ? Tu es une femme dangereuse parce que tu restes silencieuse et que tu laisses quand même les gens sans issue. » J'ai soutenu son regard, stable et calme. Si c'est ce que pense ton père, alors il n'y a pas besoin de le corriger. À partir de ce moment, j'ai cessé de craindre l'abandon. J'avais appris à me tenir debout par moi-même grâce à la connaissance, à une force tranquille, et au chapitre même que j'avais écrit de mes propres mains. 2 mois après que Richard se soit retiré de notre dernier appel, j'ai reçu un courriel étrange d'une adresse se terminant par jetrologistique.com, son lieu de travail depuis plus d'une décennie. Il provenait de Marcia Fuller, la directrice régionale des ressources humaines. Le message était bref et froid, nous avons confirmé que M. Richard Thompson a été officiellement transféré à la succursale de Rapid City, Dakota du Sud, avec un rôle dégradé au niveau 3. S'il y a des questions juridiques en cours entre vous et M. Thompson, veuillez soumettre toute la documentation à notre service juridique pour traitement conformément à la législation du travail. Je n'étais pas surprise, je ne m'attendais juste pas à ce que les choses aillent aussi vite. Grâce à quelques contacts que j'avais encore, y compris une ancienne collègue de Richard qui gardait le contact parce qu'elle admirait les romans de Madame Monroe, j'ai appris ce qui s'était passé. Après que Richard m'ait poussé à signer les papiers du divorce et ait échoué, Jenna, sa maîtresse, a appelé elle-même son bureau, demandant à vérifier des documents pour un parrainage de résidence pour elle et son fils. Cet appel a été enregistré. Quelques jours plus tard, un rapport interne a été déposé. Richard a été cité pour violation de la politique d'éthique de l'entreprise, utilisation de voyages d'affaires pour maintenir une double vie, et utilisation de son logement de fonction pour dissimuler une relation personnelle non déclarée. Il n'y a pas eu de licenciement, mais la rétrogradation, la réaffectation et la perte de tous les privilèges ont suffi à effacer définitivement un candidat prometteur du radar de la haute direction. J'ai entendu dire que Jenna ne supportait pas le rythme de vie plus rude de cette petite ville. Son fils, Liam, manquait fréquemment l'école en raison de difficultés d'adaptation au nouvel environnement. Selon un message qu'elle a discrètement partagé dans un groupe de discussion pour mères célibataires, Richard, autrefois l'homme confiant en costume sombre et montre suisse, était maintenant un analyste logistique temporaire, travaillant dans une pièce sans fenêtre, partageant un parking avec 7 autres employés. Je ne me sentais pas triomphante, mais je ne me sentais pas désolée non plus. Un après-midi de fin d'automne, j'ai reçu un colis par courrier express. Pas de nom d'expéditeur. À l'intérieur se trouvait une enveloppe contenant un chèque de banque de 85 000 $ et une note manuscrite qui disait en lettres raides, « Pension alimentaire. Ne me contacte plus. » J'ai ri. Un homme qui se croyait autrefois assez malin pour déjouer sa famille, la loi et l'éthique, devait maintenant payer pour être oublié. Mais la chose la plus effrayante n'est pas de perdre de l'argent, c'est de perdre la confiance. J'ai utilisé cet argent pour faire la seule chose que je croyais juste, j'ai fondé une bourse nommée d'après mon ancienne belle-mère, Evelyn Thompson, la femme qui m'avait un jour appelé, la fille que j'ai toujours souhaité avoir. La bourse est destinée aux lycéennes de l'État qui veulent étudier la littérature, l'éducation ou le droit ou les 3 choses qui m'ont sauvé d'années à vivre comme une ombre. Quant à Jenna, on dit qu'après être devenue de plus en plus frustrée par Richard, elle a commencé à diffuser en direct des ventes d'artisanat en ligne, se plaignant occasionnellement des « hommes qui disent qu'ils vous aiment mais ne prennent jamais leurs responsabilités ». Lorsqu'un spectateur a commenté « Êtes-vous sûr d'avoir choisi le bon homme ?», elle l'a immédiatement bloqué. Je n'ai pas d'opinion. Chacun vit avec les conséquences de ses choix. Et Jenna a choisi un homme qui a autrefois abandonné sa famille sans hésitation. Cela seul en dit assez. Nathan est maintenant en première année de communication. Mon fils n'a jamais posé de questions sur ce qui s'est passé entre son père et moi. Mais le jour de son 17e anniversaire, lorsque je lui ai remis un exemplaire dédicacé de mon livre de la part de l'éditeur, il a simplement dit « Merci, maman, de ne pas avoir abandonné. La vie ne redevient jamais ce qu'elle était, mais elle peut commencer une nouvelle version si tu es assez courageuse pour terminer correctement l'ancienne. »
Je ne suis plus la Claire qui vivait dans l'attente. Je suis une mère, une écrivaine, et la seule personne qui peut définir qui je suis. 1 an après avoir signé les papiers du divorce, je me tenais sur le balcon du 3e étage d'un bâtiment historique du quartier des Arts d'Acheville, tenant une tasse de café chaud, regardant les gens s'affairer en bas à travers les couleurs flamboyantes de l'automne. Cet appartement n'est pas beaucoup plus grand que notre ancienne maison, mais il respire la liberté. Fini les valises froides qui apparaissent pendant les vacances. Fini les repas silencieux lourds de non-dits. Juste moi, Nathan, et notre propre espace, où tout est réel, rien n'est caché ou forcé. Après la première de la série animée H3 Letters, les retours des États-Unis et du Japon ont dépassé les attentes. Les droits de traduction internationaux ont été rapidement achetés. Le personnage principal, une femme qui a discrètement repris sa vie en main, est devenu un symbole partagé par des milliers de lecteurs sur les forums en ligne. Je ne suis jamais apparu publiquement, pas de conférence de presse, pas de séance de dédicace. Chaque interview était écrite par l'intermédiaire d'un représentant. J'ai gardé le nom de plume C.L. Monroe pour séparer ma carrière de ma vie privée et pour laisser Claire Thompson vivre pleinement, sans projecteur ni jugement. Avec des revenus réguliers provenant des licences et des contrats d'adaptation, je ne m'inquiète plus des factures de fin de mois. Mais ce qui me comble le plus, c'est de pouvoir écrire tous les jours non pas en secret, non pas en attendant que tout le monde dorme. Nathan est maintenant en première année de médias numériques à l'Université de Caroline du Nord. Il vit dans les dortoirs et ne rentre à la maison que le week-end. Mais chaque fois qu'il entre, il me salue avec le plus grand sourire, me serre dans ses bras un long moment, et ce n'est qu'ensuite qu'il dépose son sac à dos. Une fois, j'ai plaisanté, la vie doit être amusante si tu rentres à la maison en souriant comme si tu venais de gagner à la loterie. Nathan a répondu sèchement, c'est parce qu'ici, je n'ai pas à expliquer qui je suis. Je n'ai pas répondu, mais mon cœur, qui s'était autrefois rétréci à cause de trop nombreuses déceptions, a maintenant appris à se réchauffer de manière discrète et douce. Une nuit pluvieuse, alors que le vent faisait vibrer la vitre, je me suis assise devant mon ordinateur portable et j'ai ouvert un document vierge pour un nouveau projet. Cette fois, le personnage principal est une femme de 39 ans vivant dans une petite ville qui aime son fils, aime le design floral, et a été autrefois profondément trahie. Mais elle ne tombe pas. Elle transforme la douleur en atout, le silence en force, et sort de l'abandon par ses propres moyens. Je ne l'ai pas nommé tout de suite. Je l'ai laissé marcher, parler, respirer et se redécouvrir, tout comme je l'avais fait autrefois. Peut-être que cette fois, je n'utiliserai pas de nom de plume. Peut-être. Ou peut-être que je le ferai encore, parce que je veux que le monde ne connaisse que l'histoire, pas la femme derrière elle. Un jour, j'ai reçu une enveloppe sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur se trouvait une vieille photo, moi, Richard et Nathan debout devant notre ancienne maison lors d'un Thanksgiving passé. Au dos, quelques mots tremblants étaient écrits, « Si je pouvais recommencer, j'aimerais avoir été différent. » J'ai plié la photo, les placé au fond du tiroir et les refermé. Non pas pour oublier, mais pour ne jamais répéter. Nathan et moi continuons à vivre en paix. Pas de drame, pas besoin de gagner au juste la liberté d'être nous-mêmes et de nous voir clairement, sans distorsion. En fin de compte, j'ai réalisé que la liberté ne consiste pas à s'éloigner. Il s'agit d'avoir le courage de rester avec soi-même après que tout le reste se soit effondré. Mon histoire ne parle pas seulement de quitter un mariage brisé, elle parle de revenir à qui je suis vraiment. J'ai été autrefois rejeté comme une simple mère au foyer négligée, trahie. Mais je ne suis pas tombé. Je me suis relevé, j'ai appris à protéger mon fils, mes biens, et j'ai réécrit ma vie, un mot à la fois. Aujourd'hui, je vis librement, heureuse, et assez forte pour n'avoir besoin de personne d'autre pour définir ma valeur. Et je crois que n'importe qui peut faire de même. Que pensez-vous des choix de Claire et de la fin qu'a connu Richard? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires touchantes et puissantes sur la vie, la famille et la résilience.